Chambord, dans le Val-de-Loire. Un château somptueux dessiné par les meilleurs architectes italiens pour le roi François Ier. 365 cheminées, 400 chambres, 40 ans de construction. Démesuré, inhabitable, une proclamation de la royauté. François Ier, une forte personnalité, débordant de vitalité, plein de panache et ambitieux. Il se pose en grand rival de l'empereur Charles Quint pour la suprématie en Europe. L'Italie de la Renaissance lui est largement acquise. François Ier s'entoure d'ailleurs d'artistes renommés comme Léonard de Vinci ou Benvenuto Cellini. La décoration de la galerie de son château de Fontainebleau est l'œuvre du prix Matisse et de Rousseau. François Ier y réside, toujours entouré d'érudits, de poètes et de dames élégantes. Il déclare d'ailleurs, avec une certaine poésie, « Un prince sans femme est comme une année sans printemps, comme un printemps sans rose. » Dans ce milieu libéral et humaniste, on se permet de critiquer l'Église. Même le roi met en doute les indulgences ou le purgatoire. Il tolère les aspirations de réforme tant qu'elles ne représentent pas un danger pour l'État. La religiosité héritée du Moyen-Âge paraît dépassée. Les esprits les plus éclairés s'intéressent de près aux textes réformateurs de Martin Luther qui circulent clandestinement. On se moque de plus en plus ouvertement du clergé corrompu. Erasme, l'humaniste de Rotterdam, déclare à ce sujet « Ces aimables personnages, crasseux et impertinents, se croient les héritiers des apôtres. Mais le peuple les maudit au point que toute rencontre avec eux est vue comme un signe de mauvais augure. » Nérac, cette petite ville de Gascogne fait partie, au XVIe siècle, du royaume de Navarre. Les princes de Navarre sont des souverains indépendants, mais ils restent loyaux et fidèles au roi de France. Ici habite Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier, une poétesse renommée. Rabelais lui a dédié son Gargantua. Dans son château, elle accueille de nombreux intellectuels sensibles aux idées de la Réforme. Ecclésiastiques et artistes, humanistes et réformés trouvent là un espace de liberté contre la domination intellectuelle de la Sorbonne. Au nombre de ses protégés, le poète Clément Marot, exilé de Paris parce qu'il revendique la liberté religieuse. Dieu a voulu jusqu'ici qu'en son temple, par ses beaux vers, on le serve et contemple. Marot traduit en français les psaumes, qui seront ensuite mis en musique et chantés par les huguenots jusque sur les bûchers. Marguerite de Navarre reste catholique, pourtant la Sorbonne l'assigne à comparaître sous l'accusation d'hérésie. Au XVIe siècle, la Sorbonne se pose en effet comme la puissante gardienne de la foi dans le monde chrétien. C'est elle qui, dans le passé, a permis l'exécution de Jeanne d'Arc. La Sorbonne cherche à contrôler la parole et la pensée. Ce manuscrit de 1544 dresse la liste des livres interdits. Parmi les longues colonnes de citations, Clément Marot, Martin Luther, Mélenchon, Zwingli, Jean Calvin. Un roi, une loi, une foi. D'après cette devise, quiconque menace l'unité de l'Église menace l'État. L'hérésie est donc punie de mort. À Paris, les bûchers se multiplient devant la cathédrale Notre-Dame. Le règne de François Ier, souverain éclairé, se termine dans un bain de sang. C'est Jean Calvin qui, le premier, donne une direction et une armature à la Réforme française à partir de Genève, sa cité refuge. Sa doctrine repose sur
la Bible seule, sola scriptura. Un christianisme évangélique qui permet aux protestants français de s'affirmer face à une majorité catholique. Malgré les persécutions, il existe déjà en 1559 des centaines d'églises structurées selon le modèle de celle de Genève. Elles regroupent en France plus d'1 million de fidèles à qui l'on donne le nom de huguenots. Au XVIe siècle, la France est tiraillée entre diverses influences. Au sud, le petit royaume de Navarre devient rapidement un pôle important pour les huguenots. À l'est, la famille des Guise fournit les chefs du parti catholique. À Paris, les rois de la maison des Valois ne veulent pas compromettre l'unité du royaume par une pluralité de religions. Henri II, fils de François Ier. Sous son règne, un esprit de rébellion se développe, alimenté par des contestataires nobles, parmi lesquels beaucoup de grandes familles protestantes. Henri II n'hésite pas à exécuter des personnages influents de son royaume. Anne Dubourg, juge au Parlement de Paris qui a osé confesser la foi évangélique, est exhibée sur une potence et étranglée. Son cadavre est traîné sur le sol et brûlé devant la foule. Jeanne d'Albret, la fille de Marguerite de Navarre, est une femme de caractère. Par opposition à la maison des Valois, mais surtout par conviction personnelle, elle devient protestante. Gaspard de Coligny, amiral de France, un des plus hauts dignitaires du royaume. Il devient l'un des chefs de file des nobles huguenots. 1560, le complot d'Amboise. Les Huguenots veulent placer sous leur influence le jeune roi François II. La tentative échoue et les nobles huguenots sont décapités ou pendus au créneau du château. Le duc de Guise, chef du parti catholique, assiste à ce spectacle. Le complot d'Amboise ne fait qu'exacerber la colère et la violence des deux côtés. La guerre civile menace, mais François II meurt. La régence est assurée par la reine-mère Catherine de Médicis qui souhaite une réconciliation. Elle convoque à Poissy un colloque réunissant des ecclésiastiques des deux confessions. Théodore de Bèze représente les protestants face aux cardinaux de l'Église catholique. Catherine de Médicis aurait aimé obtenir un accord dans l'intérêt de l'État, mais la réconciliation est impossible. En janvier 1562, elle reconnaît la nouvelle religion et permet aux protestants d'édifier des temples en dehors des villes. Après 40 ans de persécution, les protestants sont enfin autorisés à célébrer leur culte sans risquer leur vie. Ils se distinguent en général par leur rigueur morale et par l'austérité de leur habillement ou de leur train de vie. À cette époque, les protestants sont assez inégalement répartis dans le royaume. On les trouve surtout dans le sud de la France, Languedoc, Cévennes, Vallée du Rhône, avec de fortes communautés comme celle de Nîmes. La nouvelle doctrine se répand aussi en Béarn, qui fait partie du royaume de Navarre, en Gascogne, dans les régions du littoral jusque dans le Poitou. La ville de La Rochelle devient protestante. Plusieurs grandes villes royales du Val-de-Loire, avec leurs manufactures, rejoignent la foi calviniste. Des églises réformées apparaissent aussi en Normandie, puis lentement se répandent vers la Bretagne, vers la Lorraine et jusqu'à Paris. En 1565, les Huguenots représentent 10 à 12% de la population française, soit près de 2 millions de personnes. Une véritable puissance politique. Le château de Chenonceau. C'est ici qu'a vécu Catherine de Médicis, héritière du prince florentin Laurent le Magnifique et nièce d'un pape. Elle a été éduquée dans les subtilités de la politique et dans l'enseignement de Machiavel. À la mort de son époux, le roi Henri II, elle tient à assurer l'unité du trône de France pour ses 3 fils. « Je ne laisserai ni les uns ni les autres régner à ma place, car je sais qu'ils s'intéressent à leur propre profit, non pas à Dieu
au roi et à moi-même encore moins. L'adversaire le plus dangereux pour Catherine est sans doute François de Guise, le chef des catholiques, qui souhaite ouvertement un coup d'État. Catherine est venue en France avec tout son héritage italien d'élégance et de raffinement. Elle fait régulièrement venir d'Italie des musiciens, des danseurs et des comédiens. Les critiques ne manquent pas. À ces fêtes qui coûtent plus de 100 000 francs se trouvent les dames les plus belles et les plus haut placées. À demi nues et offertes, on dit qu'elle pense ainsi rendre ses adversaires dociles. Vassy, une petite ville de Champagne. Dimanche 1er mars 1562, les rues sont désertes. Les réformés sont réunis pour le culte dans une grange. Arrive alors le duc François de Guise avec son escorte et une compagnie de soldats. On lui annonce que plus de 500 huguenots écoutent la prédication. C'est alors que firent irruption le duc et ses gens, tirant violemment avec des arquebuses et des pistolets dans la foule, en tuant ou en blessant un grand nombre. Les soldats frappent ensuite les femmes et les jeunes enfants à coups d'épée jusqu'à ce que la plupart s'effondrent, morts. L'effroyable scène dura 1h30, jusqu'à ce que tout soit terminé. Le massacre de Vassy fait éclater la guerre civile, la première de ce que l'on a appelé les guerres de religion. L'amiral de Coligny rassemble ses troupes. En France, chaque province, chaque ville, chaque famille est divisée. Au nom de la religion, 8 guerres ont lieu pendant une période de 30 ans. Pour les Huguenots, une longue série de tourments. À chaque fois, le semblant de liberté retrouvée est vite perdu. Saint-Gilles, une abbatiale du XIIe siècle. L'une des grandes œuvres d'art défigurées par les Huguenots, adversaires des images religieuses qu'ils considèrent comme une idolâtrie. Henri, prince de Navarre. C'est lui qui va mettre fin à la guerre civile et devenir Henri IV, roi de France. Il est né à Pau, la capitale du royaume de Navarre. Sa mère, Jeanne d'Albret, est alors reine de ce petit territoire. Son palais est un des bastions du calvinisme. Henri est né dans cette chambre en 1553. On lui frotte de l'ail sur les lèvres et on lui fait boire du vin. Il doit devenir un digne fils de ce pays rural. Son berceau est une carapace de tortue ornée de la fleur de lys des Bourbons. Sa famille héritera du trône si la lignée des Valois vient à s'éteindre. Pour des raisons politiques, on décide de le marier à Marguerite de Valois, la sœur du roi. Réunir les Huguenots à la couronne de France permettrait d'avoir enfin la paix. Henri part donc pour Paris. « 1572. Au palais du Louvre, les Huguenots se préparent à célébrer les noces de Henri de Navarre. Sa fiancée, Marguerite de Valois, est une femme élégante, pleine d'esprit. Henri de Guise, le chef des catholiques, est là également, bien décidé à faire payer aux Huguenots le meurtre de son père. Malgré les nombreuses mises en garde de ses amis, le protestant Coligny a confiance. Il sait qu'il a la faveur du roi. Un pâle soleil se lève le matin du 24 août, jour de la Saint-Barthélemy. Les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois donnent le signal de l'assaut. On bat, on transperce, on massacre de toutes parts. À bas les Huguenots! Le sang coule à terre comme s'il en pleuvait. Les soldats du duc de Guise traînent le corps de Coligny dans les rues de Paris. Les hurlements terrifiants de la population, les cris de triomphe de la milice, les plaintes des victimes, une montagne de cadavres. Personne ne peut décrire une telle horreur. La noblesse huguenote, réunie au Louvre, est exécutée.
On raconte que le roi, fou d'excitation, regardait à la fenêtre en criant « Tuez-les, tuez-les !» Cet enfer dure un jour et une nuit. La violence se répand dans toute la France. Bilan, 30 000 morts. Le pape célèbre ses noces de sang par une messe et par une médaille du souvenir portant l'inscription « Loué soit Dieu ». Prudent, Henri de Navarre préfère renoncer à l'exercice de la religion réformée. Mais en 1576, il réussit à s'échapper de Paris et se réfugie à Nérac, dans le château que sa grand-mère Marguerite remplissait autrefois de musique et de poésie. Il y réunit sa cour. À nouveau, le roi de Navarre organise la contre-offensive protestante par une 6e, 7e et 8e guerre de religion. Henri III, le dernier fils de Catherine de Médicis, est un personnage excentrique. Le dernier Valois organise des fêtes pour ses favoris et ses mignons pendant que la Sainte Ligue, pour défendre l'intégrité de la foi, prépare un coup d'État. « 1588. Avec de l'argent espagnol, la Ligue mobilise le peuple de Paris. Des prédicateurs fanatiques incitent à une haine aveugle. Ils ne visent pas seulement les Huguenots, mais aussi le roi. Henri III abandonne Paris au duc de Guise triomphant et se réfugie dans le château de Blois, embelli autrefois par François Ier. Il feint alors de se réconcilier avec la Ligue et reçoit le duc de Guise et son frère le cardinal avec tous les honneurs pour une session du Conseil d'État. Le matin du 23 décembre, le roi convoque Henri de Guise dans son cabinet pour un entretien. Henri vient de passer la nuit en galante compagnie. Il envoie à sa belle des raisins et de la confiture de rose, puis se rend chez le roi. Mais les hommes d'Henri III se jettent sur lui et le poignardent. Le roi se précipite dans la pièce, contemple le cadavre et le frappe au visage. Il ordonne aussi d'assassiner le cardinal. Le roi est donc devenu un criminel. Alors qu'il fuit vers la Navarre, il est à son tour assassiné par un moine. Ainsi s'éteint la lignée des Valois. De Navarre devient donc le roi de France en titre. Mais la majorité catholique du pays ne veut pas d'un roi protestant. Pendant 5 longues années, Henri va devoir conquérir militairement son trône légitime. Je me trouve face au cœur de mon pays. Lorsque je l'aurai conquis, j'éprouverai alors le sentiment de porter la couronne. En 1590, Paris est assiégé, mais la ville ne se soumet pas. La Ligue instaure un régime de terreur. Les habitants vivent dans la peur, ils mangent des rats et préféreraient tuer leur propre fils plutôt que d'accepter un hérétique pour roi. 50 000 d'entre eux meurent pour empêcher Henri d'entrer au Louvre. Le roi lutte avec toutes ses forces pour établir son droit, mais cette situation le plonge dans une profonde détresse. Finalement, en 1593, Henri de Navarre se convertit au catholicisme dans la basilique des Rois à Saint-Denis. Je jure devant la face du Dieu Tout-Puissant de vivre et mourir en la religion catholique, apostolique et romaine, et de renoncer à toute hérésie contraire à la dite religion. Voilà 18 ans qu'Henri a quitté Paris. Il entre dans la capitale, à pied, l'épée à la main. Les gens l'accueillent avec des cris de joie, car ils sentent qu'avec lui arrive la fin de leur tourment. Henri IV s'attache à construire un État réunifié dans lequel les deux religions vont pouvoir vivre ensemble.
4 années de consultation, de négociations, de propos rassurants. Enfin, dans le château de Nantes, la noblesse bretonne finit par se rallier à l'autorité du roi. Henri IV proclame alors l'édit de Nantes comme l'expression de sa volonté personnelle. Par l'édit de Nantes, il accorde aux Huguenots l'exercice du culte dans près de 900 villes du royaume. Il leur donne accès aux fonctions publiques et les autorise à entretenir des troupes armées dans environ 150 places fortes. En accordant aux réformés un véritable droit de cité en France, Henri IV cherche à rétablir la paix civile et à donner un nouveau souffle économique à son royaume fort mal en point. Il stimule le développement de l'artisanat dans les villes. Il aide les paysans ruinés par les guerres en abaissant les impôts. Pour lui, ces paysans qui créent la richesse du pays sont la véritable sauvegarde de l'État. Je veille à ce que tous les paysans de mon royaume aient leur poule au pot le dimanche. Peu à peu, l'activité économique reprend dans toute la France. Tours, par exemple, est une ville qui a été très éprouvée par les guerres de religion. Sa richesse repose essentiellement sur les ateliers de tissage de la soie. Or, la plupart des artisans et des bourgeois de la ville sont favorables aux idées de la réforme. Grâce à la politique menée par Henri IV, de nouvelles manufactures sont créées. Tours se développe jusqu'à compter 20 000 tisserands et 8 000 métiers à tisser. La soie, d'une qualité incomparable, est exportée dans l'Europe entière. Elle contribue largement à la renommée de la France. Malgré les contraintes du pouvoir, Henri IV reste passionné par les femmes. Voici Gabrielle d'Estrées. Parmi ses nombreuses maîtresses, c'est elle qu'Henri aime le plus fougueusement. Elle lui donne 2 fils, mais n'étant pas de haute lignée, Henri ne peut pas l'épouser. Pour raison d'État, il l'épouse en secondes noces Marie de Médicis, la nièce du grand-duc de Toscane. De ce mariage naît un garçon, le futur Louis XIII. Rassuré sur sa descendance royale, Henri peut alors rejoindre sa bien-aimée. Henri vieillit et il lui reste tant de choses à faire, comme son grand projet d'une communauté européenne de toutes les monarchies et républiques, des plans, des rêves. 1610. Le roi rend visite à son ministre Sully, un protestant. Il a décidé de venir en aide aux princes protestants d'Allemagne contre les Habsbourg catholiques, ce qui signifie la guerre. Sully doit la préparer. Le carrosse traverse la rue de la Ferronnerie. Soudain, un homme surgit. Ravaillac, un fanatique catholique, frappe le roi en plein cœur. Henri IV est mort. Avec Louis XIII, les Huguenots entament un autre chapitre de leur histoire. Les manifestations hostiles à la réforme réapparaissent. Le roi juge le pouvoir des protestants exorbitant. En peu de temps, le fragile équilibre obtenu par Henri IV dégénère en nouvelle guerre de religion. La Rochelle. Jusqu'au XIIe siècle, c'est une ville libre, le port de commerce le plus important de France. On l'a surnommée la Reine Blanche de l'Océan. On la compare volontiers au port d'Amsterdam. Ses habitants sont riches, des pêcheurs, des armateurs, des commerçants. Par elle transite l'aide des pays protestants aux Huguenots français. Elle est donc un centre politique important, soupçonné par le pouvoir central de vouloir mettre en place une république comme celle qui existe aux Pays-Bas. À La Rochelle, les chefs huguenots dirigés par Henri de Rohan décident de ne rien céder de leur pouvoir militaire qu'ils considèrent comme leur seule garantie de liberté. Dans la salle du conseil reste accroché le portrait du bon roi Henri, qui a jadis trouvé refuge à La Rochelle. En 1571, c'est encore à La Rochelle qu'a été approuvée la confession de foi des églises réformées de France. 1624, le cardinal de Richelieu est nommé Premier ministre. Sa position est claire.
Tant que les Huguenots auront un pied sur le territoire français, le roi ne sera pas souverain d'un pays indépendant et ne pourra pas entreprendre une défense glorieuse contre les menaces de l'étranger. En septembre 1627, Richelieu ordonne le siège de La Rochelle. 40 000 soldats sont mobilisés pour couper les accès à la ville. Mais elle continue à recevoir par la mer des renforts, des armes et des vivres. Alors, Richelieu décide de prendre aussi le contrôle de la mer. 5 mois de travaux titanesques contre marées et tempêtes, il parvient à construire un barrage pour bloquer l'accès au port. Puis il laisse la famine faire son œuvre. Après 8 mois de siège, Jean Guiton, marin et prédicateur, est nommé maire par le conseil de la ville. Il jure de tuer de sa propre main le premier qui osera parler de reddition. Tant qu'un seul de nous sera encore en vie, il maintiendra la porte fermée. Après 13 mois de siège, La Rochelle tombe. Richelieu entre triomphalement dans une ville remplie de cadavres. Sur 28 000 habitants, il ne trouve que 5 000 survivants. Surpris par la ténacité de ces Huguenots qui préfèrent mourir plutôt que de se rendre, Louis XIII proclame à Alès la paix de grâce. La paix d'Alès prive les protestants des garanties militaires accordées par l'édit de Nantes. Leur chef, le duc de Rohan, est envoyé en exil. Les bourgeois réformés reprennent pourtant peu à peu leur place dans la vie économique du pays. Ils créent des maisons de commerce et les premières manufactures privées. Ils deviennent les banquiers les plus importants du pays. Sur les 12 fondateurs de l'Académie royale de peinture et de sculpture, fondée en 1648, 5 sont protestants, comme Abraham Brousse, l'auteur de ce tableau. Le premier journal français, édité à Paris, est fondé par un autre réformé, Théophraste Renaudot. Depuis un siècle, l'imprimerie est presque entièrement aux mains des protestants, qui s'en servent d'ailleurs pour diffuser largement la littérature calviniste. Dans les villes, beaucoup d'artisans sont protestants. À Paris, la famille de teinturiers Gobelin ou les ébénistes Boulle. Le calvinisme prêche que le travail doit servir pour la gloire de Dieu. Ce sens des affaires développé par les protestants n'empêche pourtant pas une profonde dévotion. Dans les bonnes maisons de la bourgeoisie, la famille se réunit après le dîner, le chef de famille lit un chapitre des Saintes Écritures et fait la prière. Dans l'action de grâce, pour les hauts faits de ton amour, nous voulons te prier. En 1661, Louis XIV monte sur le trône de France. Une nouvelle période d'absolutisme débute. L'État s'incarne dans le roi et le roi est catholique. Je veux que l'on extermine cette confession huguenote qui donne tant de raisons au peuple de refuser d'obéir aux autorités. Les protestants prennent leur mal en patience. Comment s'élever contre cette volonté de pouvoir et de gloire? Peu à peu, les dispositions de l'édit de Nantes sont grignotées et les protestants soumis à une longue série de vexations. En 1681, dans le Poitou, le pouvoir royal franchit un pas de plus dans l'horreur. Des troupes de dragons pénètrent chez les habitants et les torturent jusqu'à ce qu'ils signent un acte d'abjuration. 4 ans plus tard, c'est tout le midi de la France qui est à son tour soumis aux dragonnades. Terrorisés, les protestants abjurent en masse. En octobre 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes sous les applaudissements du clergé. Destruction de tous les temples. Interdiction du culte. Obligation du baptême et du catéchisme catholique pour les enfants. Expulsion des pasteurs. Interdiction d'émigrer.
Les Huguenots, poussés à bout, n'ont plus peur de la souffrance ou de la mort. Malgré l'interdiction royale, ils quittent en masse le pays. Près de 250 000 personnes, représentant la partie la plus cultivée, la plus entreprenante et la plus progressiste de la population, quittent le royaume en quelques années. Les protestants français partent vers les Pays-Bas, l'Angleterre, la Suisse ou les États allemands. Ils contribuent au développement de l'économie et à la vie culturelle dans ces pays et notamment en Prusse. Par leur exil, ils posent les bases d'une conscience européenne. En France, il reste quelques protestants, en particulier ceux dont la terre était l'outil de travail. Dans les Cévennes, un pays rude coupé de vallées profondes, les gens vivent dans des fermes de pierre. Leur foi est leur seule richesse et leur seule raison d'être. En juillet 1702, à l'occasion d'une foire à Bar-des-Cévennes, un projet fou s'empare de quelques-uns de ces paysans. Monter chez l'abbé du Chélat et délivrer les protestants qu'il détient dans ses caves pour les torturer. Le plan réussit et la rébellion se propage. Ces paysans et ces quardeurs de laine se révoltent contre le pouvoir royal, ils prennent les armes et réclament la liberté de conscience. Parce qu'ils laissent pendre leurs chemises claires pour se reconnaître entre eux, on les nomme camisards. Ils sont près de 3000 rebelles qui mènent une véritable guérilla. Le terrain et leurs alliés, ils en connaissent la moindre cachette, le moindre recoin. Ils prennent leur revanche contre les prêtres qui ont exigé leur abjuration, ils brûlent des églises catholiques. Louis XIV envoie 30 000 soldats avec à leur tête un officier connu pour sa bravoure, le maréchal de Villars. Mais les camisards continuent à résister. Alors on se venge sur la population. 600 habitants de Mialet, le village du chef camisard Roland, sont enchaînés et déportés. Après plusieurs années de lutte acharnée, les camisards rendent les armes, mais l'esprit de résistance ne disparaît pas. Une église clandestine, dite église du désert, s'organise. Au prix de centaines de prédicants suppliciés, d'hommes envoyés aux galères ou de femmes jetées en prison. Pendant près d'un siècle, ces protestants obstinés parviennent malgré tout à maintenir vivante la foi héritée de leur père. Ce n'est qu'en 1789, avec la Révolution française, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen reconnaît à tous les Français une pleine liberté de conscience. Aujourd'hui, la France compte environ 800 000 protestants. Très minoritaires, ils n'en demeurent pas moins attachés à leurs différences. Une différence qui n'est pas seulement de l'ordre de la théologie ou de la pratique religieuse, mais aussi de l'ordre de l'éthique ou de la sensibilité politique. L'histoire des protestants en France montre que le poignard ne peut rien contre l'esprit. En dépit de toutes les contraintes, les hommes et les femmes restent libres de croire et de penser. Mon plan d'écolier.